Nous passons une grande partie de notre existence à attendre. Nous attendons que le week-end arrive, nous attendons les vacances, nous attendons de rencontrer la bonne personne, d'avoir une augmentation, ou simplement que les problèmes s'arrêtent. Sans nous en rendre compte, nous avons conditionné notre esprit à croire que le bonheur est une chose qui vient de l'extérieur, comme un colis que la vie devrait nous livrer à une date précise. Cette attente crée une posture de passivité dangereuse. Nous devenons des spectateurs de notre propre bien-être, espérant que les circonstances s'alignent parfaitement pour qu'enfin, nous nous autorisions à sourire. Pourtant, l'expérience humaine et la psychologie nous enseignent une vérité radicalement différente, parfois difficile à accepter mais profondément libératrice. Le bonheur n'est pas ce qui nous arrive, c'est ce que nous faisons de ce qui nous arrive. Ce n'est pas une destination géographique ni un statut social, c'est une manière d'habiter le monde, une compétence intérieure qui se travaille, se muscle et s'affine, indépendamment des tempêtes qui font rage dehors. Il est fascinant d'observer comment deux personnes, placées exactement dans la même situation, peuvent vivre deux réalités totalement opposées. Imaginez deux personnes bloquées dans le même embouteillage, sous la même pluie battante. La première est furieuse, elle tape sur son volant, son cœur s'accélère, elle se sent victime d'une injustice, elle pense à tout le temps perdu. La seconde, dans la voiture d'à côté, profite de cet instant d'arrêt pour écouter une musique qu'elle aime, pour observer les gouttes d'eau sur la vitre, ou simplement pour respirer, acceptant que, pour l'instant, elle ne peut aller nulle part. La réalité objective est la même, des voitures à l'arrêt et de la pluie. Mais la réalité vécue, la réalité émotionnelle, est radicalement différente. L'une vit un enfer, l'autre vit un moment de paix. Cet exemple simple illustre le cœur de notre sujet. Ce n'est pas l'événement qui détermine notre état, c'est le récit que nous nous en faisons. C'est le filtre que nous posons sur le réel. Comprendre que nous sommes les architectes de ce filtre est le premier pas vers une véritable souveraineté émotionnelle. Souvent, nous pensons que nos émotions sont des réactions automatiques, inévitables, dictées par les autres. Il m'a énervé, cette situation me rend triste. Nous donnons aux autres et aux événements le pouvoir de télécommander notre humeur. Dire c'est toi qui détermines ton bonheur, ce n'est pas dire qu'il faut nier la douleur ou sourire quand on souffre. La souffrance fait partie de la vie, elle est inévitable. On perd des proches, on échoue, on tombe malade. Mais il y a une différence majeure entre la douleur et la souffrance. La douleur est physique ou factuelle. La souffrance, elle, est souvent l'histoire que l'on se raconte autour de la douleur, le refus de ce qui est, la résistance. Déterminer son bonheur, c'est choisir, au milieu même de la difficulté, sur quoi nous allons porter notre attention. C'est décider que, même si tout n'est pas parfait, il reste des ondes de lumière que nous pouvons investir. Cette prise de conscience demande de renoncer à une illusion très tenace. L'illusion que le bonheur sera possible quand j'aurai cette maison, quand je serai marié, quand je n'aurai plus de dettes. Ce quand est un mirage. Il recule l'horizon à mesure qu'on avance. Le cerveau humain a cette capacité, parfois perverse, de s'habituer très vite à ce qu'il possède. C'est ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. On rêve d'une voiture, on l'achète, on est heureux 3 mois, et puis elle devient juste un moyen de transport. Si l'on place la source de notre joie dans des objets ou des validations extérieures, nous sommes condamnés à courir sur un tapis roulant sans jamais avancer. Le bonheur décidé, celui qui vient de soi, ne dépend pas de l'acquisition. Il dépend de la relation que l'on entretient avec l'instant présent. C'est la capacité de trouver de la saveur à un café chaud, à un rayon de soleil, à une conversation, sans avoir besoin que l'univers entier soit parfait pour cela. Cependant, reprendre le pouvoir sur son bonheur est effrayant. Pourquoi ? Parce que cela signifie que nous n'avons plus d'excuses. Si mon malheur vient de mon patron, de mon conjoint ou du gouvernement, je suis une victime, je peux me plaindre et attendre qu'il change. C'est une position confortable, car elle ne demande aucun effort d'introspection. Mais si j'accepte que mon bonheur dépend de mon regard, alors je deviens responsable. Je dois me demander, pourquoi est-ce que je choisis de réagir ainsi? Quelle blessure en moi est touchée? Comment pourrais-je voir les choses autrement? C'est un travail exigeant. C'est sortir de la plainte pour entrer dans l'action intérieure. C'est cesser d'attendre que le monde change pour se sentir mieux.
et commencer à se sentir mieux pour voir le monde changer. Car c'est là le secret. Quand nous changeons notre fréquence intérieure, le monde extérieur semble s'aligner différemment. Il ne s'agit pas de magie, mais de neurologie. Notre cerveau est un sélecteur d'informations. Il reçoit des millions de stimuli par seconde, mais il n'en retient que quelques-uns. Si vous êtes convaincu que votre vie est misérable, votre cerveau va scanner votre journée pour trouver toutes les preuves qui confirment cette croyance. Le regard froid d'un passant, la facture dans la boîte aux lettres, la pluie. Il ignorera le sourire de la boulangère ou le chant d'un oiseau, car cela ne correspond pas à votre programme interne. En décidant de cultiver le bonheur, vous reprogrammez ce scanner. Vous ordonnez à votre cerveau de chercher ce qui va bien, de repérer les opportunités, de valoriser les petits gains. C'est un entraînement, comme apprendre une langue ou un instrument. Au début, cela demande un effort conscient, presque artificiel. On se force à voir le positif. Mais peu à peu, cela devient une seconde nature. On réalise que la beauté était là, tout le temps, mais que nous étions simplement mal réglés pour la capter. Nous portons souvent en nous, sans le savoir, des interdictions au bonheur. Elles viennent de loin, de notre enfance, de notre histoire familiale. Peut-être avons-nous appris qu'il ne faut pas trop rire sinon on va pleurer, que le bonheur est suspect, ou que nous ne le méritons pas. Certains portent une culpabilité inconsciente à l'idée d'être heureux quand d'autres souffrent. Déterminer son bonheur, c'est aussi oser désobéir à ses loyautés invisibles. C'est s'autoriser à aller bien. C'est comprendre que notre malheur ne sert personne, qu'il ne sauve pas le monde. Au contraire, plus nous sommes en paix, plus nous avons de ressources pour aider les autres. Notre joie est un cadeau que nous faisons à notre entourage, car elle est contagieuse. Il n'y a rien de plus lourd à porter pour un enfant qu'un parent qui se sacrifie et qui est malheureux. À l'inverse, un parent qui prend la responsabilité de son bonheur offre à son enfant la permission d'être heureux à son tour. Nous allons donc explorer, dans ce voyage, comment reprendre les commandes de cette machine intérieure. Nous verrons que ce n'est pas un contrôle rigide, froid, où l'on s'interdit d'être triste. C'est plutôt un art de la navigation. Le marin ne contrôle pas la mer, il ne contrôle pas le vent, mais c'est lui, et lui seul, qui tient la barre et ajuste les voiles. C'est lui qui décide s'il subit la tempête ou s'il l'utilise pour avancer. Cette première étape consiste à accepter cette responsabilité radicale. Personne ne viendra vous sauver de votre propre mental. La clé de la cellule est dans votre poche depuis le début. Il suffit d'oser la prendre et de tourner la serrure. Si nous acceptons l'idée que le bonheur est une création intérieure, nous devons alors nous pencher sur l'outil principal de cette création. Notre capacité d'interprétation. La réalité, à l'état brut, est souvent neutre. Elle est constituée de faits, de mouvements, de sons. Mais nous ne vivons jamais la réalité à l'état brut. Entre le monde et nous, il y a une épaisseur, un filtre invisible que nous portons en permanence, tissé par notre éducation, nos blessures passées, nos croyances et nos peurs. Ce filtre colore tout ce que nous voyons. C'est pourquoi une simple phrase prononcée par un collègue, un retard de train ou un silence de la part d'un ami peut prendre des proportions émotionnelles démesurées. Ce n'est pas le silence qui fait mal, c'est ce que ce silence veut dire pour nous. Pour l'un, ce silence signifie il est occupé. Pour l'autre, il signifie il ne m'aime plus, je suis abandonné. Le fait est le même, mais l'un reste serein tandis que l'autre s'effondre. Le secret du bonheur réside dans le nettoyage de ce filtre. Notre cerveau a horreur du vide. Lorsqu'il manque une information, il invente. Si quelqu'un nous regarde bizarrement dans la rue, nous ne savons pas pourquoi. Mais notre cerveau, cherchant instantanément du sens, va piocher dans notre base de données internes pour fournir une explication. Si notre estime de soi est basse, le cerveau va conclure « Il me regarde ainsi parce que je suis ridicule ou mal habillé ». Si notre estime de soi est solide, le cerveau dira « Il me regarde parce que je ressemble à quelqu'un qu'il connaît ou simplement il est perdu dans ses pensées ». Nous passons notre vie à projeter des films intérieurs sur l'écran du monde extérieur. Le drame, c'est que nous croyons que notre film est la vérité absolue. Nous nous battons pour défendre notre interprétation, nous souffrons pour des scénarios que nous avons nous-mêmes écrits. Comprendre ce mécanisme est vertigineux,
car cela signifie que la majorité de nos souffrances quotidiennes ne viennent pas des autres, mais de notre propre imagination qui travaille contre nous. Ces interprétations automatiques sont souvent des héritages. Nous avons appris à voir le monde d'une certaine façon, souvent par loyauté envers nos parents ou pour survivre à des situations difficiles de notre enfance. Si vous avez grandi dans un environnement où l'erreur était punie, vous avez probablement développé un filtre où chaque critique est perçue comme une attaque mortelle. Aujourd'hui, adulte, une simple remarque bienveillante peut déclencher chez vous une réaction de défense agressive, non pas parce que la remarque est dangereuse, mais parce que votre filtre danger s'est activé par habitude. Déterminer son bonheur, c'est oser remettre en question ses vieux logiciels. C'est se demander, face à une émotion forte, est-ce que ma réaction est proportionnée à ce qui se passe ici et maintenant, ou est-ce que je suis en train de rejouer une scène du passé? C'est ce qu'on appelle la lucidité. C'est le moment où l'on cesse d'être une machine à réagir pour devenir une conscience qui observe. Il existe une phrase des philosophes stoïciens qui résume parfaitement cette étape, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Changer d'opinion sur les choses, changer d'angle de vue, c'est un super pouvoir. Cela ne signifie pas se mentir ou nier la réalité. Si vous perdez votre emploi, c'est une épreuve réelle, financière et sociale. Mais là encore, l'interprétation joue un rôle clé. Vous pouvez voir cela comme la preuve finale de votre incompétence et la fin de tout, vision tunnel, ou vous pouvez, après avoir accusé le coup, décider de le voir comme une clôture nécessaire pour ouvrir un nouveau chapitre, une opportunité forcée de vous réinventer. La situation reste difficile, mais dans le deuxième cas, vous gardez votre énergie pour agir, alors que dans le premier, vous la gaspillez à vous détruire. Le bonheur n'est pas l'absence de problèmes, c'est la capacité à ne pas transformer les problèmes en catastrophes identitaires. Ce travail de réinterprétation demande une vigilance constante. Il faut apprendre à débusquer ce que l'on appelle les distorsions cognitives. Ce sont les pièges de la pensée. Par exemple, la généralisation excessive, un échec amoureux devient « je finirai toujours seul ». Ou la lecture de pensée, être persuadé de savoir ce que l'autre pense de nous, je sais qu'il me trouve ennuyeux, sans aucune preuve. Ces pensées parasites sont comme des virus informatiques qui ralentissent notre système et nous rendent tristes. Pour les combattre, il faut les traiter comme des hypothèses et non comme des faits. Quand une pensée sombre arrive, il faut la mettre au tribunal. Quelles sont les preuves réelles de ce que je pense? Y a-t-il une autre façon de voir cette situation? En assouplissant notre esprit, en acceptant qu'il y a toujours plusieurs lectures possibles d'un même événement, nous nous libérons de la dictature de notre première impression. C'est aussi ici que se joue notre rapport à la victimisation. Se sentir victime est, paradoxalement, très séduisant. Cela nous donne une forme d'innocence. Ce n'est pas ma faute, c'est le monde qui est méchant. Mais cette innocence se paie au prix fort, l'impuissance. Si tout est la faute de l'extérieur, nous ne pouvons rien changer. Reprendre la responsabilité de son interprétation, c'est récupérer son pouvoir. C'est dire, d'accord, ils ont fait cela, c'est leur responsabilité. Mais comment je choisis de vivre cela, c'est ma responsabilité. Si quelqu'un vous insulte, c'est son problème, cela révèle sa violence, son éducation, sa souffrance. Si vous vous sentez sali par cette insulte, c'est que vous avez accepté de prendre ce cadeau empoisonné. Vous avez le pouvoir de le laisser par terre. Vous avez le pouvoir de dire, cette colère lui appartient, je ne la laisse pas entrer chez moi. C'est une forteresse intérieure imprenable. Le bonheur, c'est quand votre paix intérieure ne dépend plus de la validation ou de la gentillesse des autres. Bien sûr, changer ses habitudes de pensée ne se fait pas en un jour. Notre cerveau a tracé des autoroutes neuronales. Si vous avez passé 20 ans à voir le verre à moitié vide, cette connexion est rapide, large et goudronnée. Essayez de voir le verre à moitié plein, c'est comme essayer de marcher dans une jungle avec une machette pour tracer un nouveau sentier. C'est lent, c'est difficile, et au début, on a envie de retourner sur l'autoroute. Mais à force de répétition, le nouveau sentier devient un chemin, puis une route. C'est la neuroplasticité. Nous pouvons littéralement recabler notre cerveau pour le bonheur. Chaque fois que vous arrêtez une pensée toxique pour la remplacer par une pensée plus nuancée et plus constructive,
vous renforcez ce nouveau circuit. Vous apprenez à votre cerveau à sécréter de la dopamine et de la sérotonine plutôt que du cortisol, l'hormone du stress. Vous devenez un artisan de votre propre biologie. Nous voyons donc que le bonheur est une discipline de l'attention. C'est choisir délibérément de ne pas laisser notre esprit vagabonder dans les ruelles sombres du « et si » ou du « j'aurais dû ». C'est le ramener, avec douceur mais fermeté, vers ce qui est ici, vers ce qui est possible, vers ce qui est constructif. C'est cesser de demander à la vie d'être parfaite pour commencer à l'aimer telle qu'elle est, imparfaite, changeante, mais incroyablement riche. Dans la prochaine étape, nous verrons comment cette posture intérieure change radicalement notre relation aux autres, car lorsque nous cessons d'attendre que les autres nous rendent heureux, nous devenons enfin capables de les aimer vraiment, non pour ce qu'ils nous apportent, mais pour ce qu'ils sont. Lorsque nous intégrons profondément l'idée que nous sommes les seuls maîtres de notre jardin intérieur, une transformation spectaculaire s'opère dans notre rapport aux autres. Jusqu'ici, beaucoup d'entre nous entretenaient, sans le savoir, des relations basées sur le besoin et la revendication. Nous abordions l'amour, l'amitié ou la famille avec une liste de courses inconscientes. Aime-moi, rassure-moi, devine mes besoins, comble mes vides. C'est une position d'enfant qui attend tout de son parent. Mais dans le monde adulte, cette posture est toxique. Faire dépendre son bonheur de l'attitude de son conjoint ou de ses amis, c'est leur imposer un fardeau trop lourd à porter. Personne n'a les épaules assez larges pour porter la responsabilité du bonheur d'un autre. C'est une dette impossible à rembourser. Dès lors que vous reprenez la responsabilité de votre bien-être, vous libérez les gens que vous aimez. Vous cessez d'être un mendiant affectif pour devenir un partenaire. Vous ne cherchez plus quelqu'un pour vous compléter, mais quelqu'un pour partager votre plénitude. Ce changement de perspective est la clé des relations durables et apaisées. Imaginez la différence entre dire à quelqu'un « j'ai besoin de toi pour vivre et je peux vivre sans toi, mais je choisis de vivre avec toi parce que c'est plus beau ». La première phrase, qui semble romantique dans les films, est en réalité une prison. Elle implique une menace. Si tu pars, je meurs. La seconde phrase est une offrande de liberté. Elle signifie que je suis autonome, que je sais gérer mes émotions, mes peurs et mes joies, et que par conséquent, notre relation est un espace de gratuité et non de nécessité. C'est ici que réside le véritable amour. Aimer, ce n'est pas utiliser l'autre comme un antidépresseur ou un anxiolytique. C'est être capable de s'occuper de soi-même pour pouvoir offrir à l'autre une présence de qualité, débarrasser de l'angoisse de l'abandon ou de la demande perpétuelle de validation. Déterminer son bonheur implique donc, paradoxalement, d'apprivoiser la solitude. Il est impossible d'être bien avec les autres si l'on n'est pas capable d'être bien avec soi-même. La peur de la solitude est souvent ce qui nous pousse à accepter des situations inacceptables ou à rester dans des relations médiocres. Nous préférons être mal accompagnés que seuls face à notre propre silence. Pourtant, la solitude n'est pas l'isolement. C'est un rendez-vous avec soi. C'est dans ces moments de calme, sans distraction, sans écran, sans personne à qui parler, que l'on construit sa colonne vertébrale. Si vous vous ennuyez quand vous êtes seul, c'est que vous êtes en mauvaise compagnie. Apprendre à s'aimer, à s'intéresser à ses propres pensées, à développer ses passions secrètes, c'est se bâtir une maison intérieure où il fait bon vivre. Une fois cette maison construite, nous pouvons inviter les autres à y entrer, non pas pour qu'ils réparent les murs, mais pour qu'ils partagent la chaleur du foyer. Cette autonomie émotionnelle change aussi radicalement notre gestion des conflits. Lorsque nous croyons que l'autre fait notre bonheur, nous croyons aussi qu'il fait notre malheur. Au moindre désaccord, nous l'accusons « tu m'as mis en colère, tu m'as gâché ma journée ». Nous lui donnons le pouvoir de nous détruire. En reprenant les rênes, nous comprenons que l'autre n'est qu'un déclencheur, mais que la poudre est en nous. Si une remarque me blesse, c'est parce qu'elle touche une zone sensible de mon histoire que je n'ai pas encore guérie. Au lieu d'attaquer l'autre, je peux me tourner vers moi-même et me demander « Pourquoi cela me touche-t-il autant ? Qu'est-ce que cela réveille en moi ?» Cette démarche désamorce la violence. On sort du tribunal pour entrer dans le laboratoire. On peut alors dire à l'autre « Quand tu dis cela, je me sens triste parce que j'ai l'impression de ne pas être écouté. Au lieu de hurler, tu es égoïste. » La communication devient une passerelle entre deux vulnérabilités assumées,
et non un champ de bataille entre deux égos blessés. Un autre voleur de bonheur dans nos relations modernes est la comparaison. Avec les réseaux sociaux, nous sommes bombardés en permanence par les images du bonheur des autres. Nous voyons leurs vacances parfaites, leurs couples idéaux, leurs succès éclatants. Notre cerveau, toujours prompt à interpréter, en déduit que nous avons raté notre vie. C'est une illusion d'optique cruelle. Nous comparons notre intérieur, dont nous connaissons toutes les failles, les doutes et les zones d'ombre, avec l'extérieur des autres, qui est soigneusement mis en scène et filtré. C'est une comparaison injuste et destructrice. Déterminer son bonheur, c'est remettre des œillères salutaires. C'est comprendre que la vitrine n'est pas le magasin. C'est ramener son attention sur sa propre assiette, sur son propre chemin. La jalousie est une énergie perdue, une fuite de vitalité. Chaque minute passée à envier la vie d'un autre est une minute volée à la construction de la vôtre. L'autonomie affective nous permet également de mieux accepter l'imperfection des autres. Tant que j'attends de l'autre qu'il soit parfait pour que je sois heureux, je suis dans le jugement permanent. Je veux le changer, le sculpter, le corriger. Je ne l'aime pas, j'aime l'image que je voudrais qu'il soit. Dès que je lâche cette exigence, dès que je me charge moi-même de mon bonheur, je peux enfin voir l'autre tel qu'il est, avec ses limites, ses maladresses et ses beautés. Je deviens plus tolérant. Je comprends qu'il fait de son mieux avec ses propres blessures. Cette tolérance n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Elle crée un climat de sécurité relationnelle où chacun peut baisser les armes. C'est souvent à ce moment-là, quand on arrête de vouloir changer les gens, qu'ils changent d'eux-mêmes, car ils se sentent enfin acceptés et aimés pour de vrai. Il faut du courage pour briser le cycle de la dépendance. Cela demande d'accepter qu'il y aura des moments de vide, des moments où personne ne sera là pour nous tenir la main, et que c'est très bien ainsi. C'est dans ces moments que l'on découvre sa propre force. On réalise que l'on survit très bien à une soirée seule, à un refus ou à une critique. On découvre que notre sécurité ne dépend pas de l'approbation extérieure, mais de la fidélité que l'on se porte à soi-même. Cette fidélité est le socle de l'estime de soi. Se promettre de ne jamais s'abandonner, quoi qu'il arrive. Se traiter avec la même douceur et le même respect que l'on accorderait à son meilleur ami. C'est cela, reprendre le pouvoir. En fin de compte, décider de son bonheur, c'est décider de ne plus être une victime des circonstances relationnelles. C'est comprendre que l'amour est un don, pas un dû. C'est un surplus de joie qui déborde d'un cœur déjà plein, et non une tentative désespérée de remplir un cœur vide. Quand deux personnes qui ont compris cela se rencontrent, elles ne s'appuient pas l'une sur l'autre comme deux béquilles fragiles qui risquent de tomber si l'une bouge. Elles marchent côte à côte, comme deux arbres aux racines distinctes mais dont les branches s'entremêlent vers le ciel. Elles sont ensemble par choix, par plaisir, par amour pur. Nous avons vu comment l'interprétation forge notre réalité, et comment l'autonomie transforme nos relations. Mais le bonheur n'est pas qu'une affaire de pensée et de relations. C'est aussi une affaire d'action concrète et de rapport au temps. Comment ancrer cet état d'esprit dans le quotidien? Comment ne pas se laisser happer à nouveau par les automatismes du stress et de la négativité? C'est ce que nous allons découvrir dans la dernière étape de notre voyage, où nous parlerons de l'art de la gratitude et de la puissance de l'instant présent, ces outils simples mais révolutionnaires qui permettent de sceller le bonheur dans la matière de nos vies. Nous arrivons au terme de ce voyage intérieur, et il nous reste à poser la pierre angulaire de cet édifice. Nous avons compris que le bonheur est une décision, qu'il dépend de notre regard et qu'il nécessite une autonomie affective. Mais comment faire tenir tout cela dans le tourbillon du quotidien? Comment ne pas retomber dans nos vieux travers dès que la première difficulté surgit? La réponse réside dans une pratique concrète, presque physique. L'ancrage dans l'instant présent et l'exercice de la gratitude. Ce ne sont pas des concepts abstraits réservés aux sages au sommet d'une montagne, ce sont des outils de survie pour notre cerveau moderne, perpétuellement assailli par le stress et l'information. Le bonheur ne se trouve jamais dans le passé, qui est un pays de souvenirs et de regrets, ni dans le futur, qui est un pays de suppositions et d'angoisse. Le bonheur est une plante qui ne pousse que dans le terreau du présent. C'est la seule zone temporelle où nous avons un pouvoir réel d'action. Le drame de notre époque est que nous sommes souvent physiquement à un endroit, mais mentalement ailleurs.
Nous prenons notre douche en pensant à la réunion de 10 heures. Nous conduisons en repensant à la dispute de la veille. Nous sommes des fantômes dans nos propres vies. Déterminer son bonheur, c'est décider de réhabiter son corps et ses sens. C'est sentir l'eau chaude sur sa peau, c'est goûter vraiment son repas. C'est écouter vraiment la voix de son interlocuteur. Cela semble trivial, mais c'est une révolution neurologique. Lorsque vous vous concentrez sur une sensation immédiate, vous coupez l'alimentation de la machine à angoisse. Le cerveau ne peut pas être pleinement dans le ressenti et pleinement dans l'inquiétude en même temps. Revenir au corps, c'est revenir à la paix. C'est se rappeler que, là, tout de suite, dans cette seconde précise, tout va bien. Vous respirez, vous êtes en vie. Le reste n'est que construction mentale. Pour muscler cette capacité à voir le beau, il existe un outil puissant, la gratitude. Attention, il ne s'agit pas de la gratitude polie, celle qui dit merci par convention. Il s'agit d'une gratitude de combat, une gratitude lucide. C'est la décision consciente de braquer le projecteur de notre attention sur ce qui fonctionne, plutôt que sur ce qui manque. L'évolution a programmé notre cerveau pour repérer les dangers et les problèmes. C'est ce qui a permis à nos ancêtres de survivre dans la savane. Mais aujourd'hui, ce biais négatif nous empoisonne. Pratiquer la gratitude, c'est reprogrammer ce biais. C'est se forcer, chaque soir, à trouver 3 pépites d'or dans la boue de la journée. Un rayon de soleil, un café offert, un dossier bouclé, un rire d'enfant. Au début, on ne voit rien, on trouve cela ridicule. Mais après quelques semaines, le cerveau commence à scanner la journée en temps réel pour trouver ces pépites. On change littéralement la structure de notre perception. On ne nie pas les problèmes, mais on refuse qu'ils occupent tout l'écran. Mais le bonheur, le vrai, celui qui dure et qui résiste aux tempêtes, ne se limite pas au plaisir ou à la sérénité. Il a besoin d'une colonne vertébrale, le sens. L'être humain est capable de supporter presque n'importe quelle souffrance s'il sait pourquoi il la supporte. C'est ce que Boris Cyrulnik appelle la transcendance. Déterminer son bonheur, c'est aussi choisir ses combats. C'est savoir pourquoi on se lève le matin. Ce pourquoi n'a pas besoin d'être grandiose. Il ne s'agit pas forcément de sauver le monde. Cela peut être élever mes enfants dans l'amour, cultiver mon jardin, créer de l'art, aider mon voisin, apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Quand nos actions sont alignées avec nos valeurs profondes, nous ressentons une forme de joie solide, une plénitude qui dépasse la simple satisfaction passagère. Même la fatigue devient douce quand elle résulte d'un effort qui a du sens pour nous. À l'inverse, le malheur s'installe souvent quand il y a un écart trop grand entre ce que nous sommes et ce que nous faisons. Quand nous portons un masque social trop lourd, quand nous vivons selon les valeurs des autres pour leur plaire. Le chemin vers le bonheur est donc un chemin de dépouillement. C'est oser retirer les masques, oser décevoir ceux qui voudraient nous voir différents, pour être fidèle à soi-même. C'est un risque à prendre. Le risque d'être jugé, d'être incompris. Mais la récompense est immense. C'est la sensation de légèreté absolue quand on n'a plus rien à cacher, plus de rôle à jouer. On est simplement soi, et cela suffit. C'est dans cette authenticité que réside la source inépuisable de la joie. Il est temps de comprendre que le bonheur n'est pas une ligne droite. C'est une danse. Il y aura des faux pas, des chutes, des moments où la musique s'arrêtera. Vous connaîtrez encore la tristesse, le deuil, la colère. Et c'est tant mieux. Car un être humain qui ne ressent plus rien n'est pas heureux, il est anesthésié. La tristesse a sa fonction, elle nous signale une perte, elle nous invite au repli pour guérir. La colère a sa fonction, elle nous signale une injustice, elle nous donne l'énergie de défendre notre territoire. Déterminer son bonheur, ce n'est pas supprimer ses émotions, c'est ne pas s'y noyer. C'est les accueillir comme des visiteuses passagères, les écouter, puis leur ouvrir la porte pour qu'elles repartent. C'est savoir que derrière les nuages, le ciel bleu est toujours là, immuable. Votre bonheur est ce ciel bleu. Les événements sont les nuages. Vous n'êtes pas les nuages, vous êtes le ciel. Alors, que allez-vous faire de cette liberté nouvelle? Maintenant que vous savez que la clé n'est pas dehors, mais dans votre poche? C'est une nouvelle vertigineuse, car elle vous prive de vos excuses habituelles, mais elle vous rend votre couronne.
Vous êtes le souverain de votre monde intérieur. Vous avez le pouvoir de transformer une journée grise en une journée lumineuse simplement en changeant de regard. Vous avez le pouvoir de transformer une relation toxique en posant une limite ou en partant. Vous avez le pouvoir de transformer une épreuve en leçon. Ce pouvoir ne demande qu'à être exercé. Il est comme un muscle qui s'est atrophié à force d'attendre que les autres fassent le travail à votre place. Réveillez ce muscle. Commencez petit. Commencez aujourd'hui. N'attendez pas d'être prêt, n'attendez pas que tout soit parfait. La vie parfaite n'existe pas. La vie heureuse, elle, se construit avec les briques imparfaites du réel. Elle se construit avec vos cicatrices, vos doutes, vos espoirs et vos maladresses. C'est un bricolage magnifique et unique. Regardez vos mains. Ce sont elles qui façonnent votre existence. Regardez votre cœur. C'est lui qui donne la mesure. Vous n'êtes pas une victime du destin, vous êtes le co-auteur de votre vie. Bien sûr, vous ne contrôlez pas les événements extérieurs, vous ne contrôlez pas la météo, ni l'économie, ni l'humeur des autres. Mais vous avez le contrôle absolu sur la manière dont vous allez danser sous la pluie. C'est toi qui détermines ton bonheur. Cette phrase n'est pas une injonction culpabilisante, c'est une promesse d'émancipation. C'est la promesse que rien, ni personne, ne pourra jamais vous voler votre paix intérieure si vous décidez de la garder. C'est un chemin exigeant, qui demande de la vigilance, du courage et beaucoup de douceur envers soi-même. Mais c'est le seul chemin qui vaille la peine d'être marché. Alors, respirez profondément, levez la tête, et reprenez la barre. Le voyage ne fait que commencer, et cette fois, c'est vous qui tenez la carte et la boussole. La destination importe peu, car le bonheur, c'est la manière de voyager. Et ce voyage vous appartient, entièrement, passionnément, définitivement.